Bonjour tout le monde et bienvenue au show de Maxime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi David Freiheit. David est un YouTuber, un avocat aussi de formation. Il a étudié le droit à l'Université Laval à Québec, a travaillé en droit commercial dans un bureau privé pendant quelques années et après ça, bien, a créé lui-même son canal YouTube. Il a maintenant à peu près 360 000 abonnés à son canal YouTube. David commente l'actualité avec une vision plutôt axée sur le droit et la famille et a des idées bien arrêtées en ce qui concerne la société. Et pour moi, bien, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une entrevue avec David. C'est important pour vous de le connaître. Il est très connu au Canada anglais, aux États-Unis, un petit peu moins au Québec francophone. Donc, c'est une opportunité de le découvrir. Et aussi, David a participé à quelques occasions au The Rubin Report. David Rubin, qui est un YouTuber aussi très connu. J'ai eu l'opportunité de faire une entrevue avec lui aussi avant l'élection de 2019. Et David, bienvenue à mon show et puis merci bien d'avoir accepté l'invitation. Merci, Maxime, de m'avoir invité. Il y a une chance que vous allez entendre un chien qui jappe dans le background, mais c'est un chien je dois le faire promener dans quelques minutes, dans une heure. Mais si vous entendez quelque chose, c'est un chien. C'est parfait. Et David, si tu peux peut-être nous parler un peu de ton cheminement personnel avant d'arriver à un YouTuber très vu et écouté à travers l'Amérique du Nord. C'est une drôle de monde parce que jamais j'aurais cru que je serais un avocat YouTuber, certainement pas avec presque 360 000 abonnés puis presque 100 millions de visionnements sur mes vidéos. Plus jeune de 5 enfants. On vient d'une famille d'avocats. Disons, 4 des 5 enfants sont devenus avocats. Puis mon père est avocat. Il était associé chez Stikeman Elliott pendant, je pense que c'était plus que 40 ans, 43 ans. Donc, mon cheminement, c'était pas qu'il y avait eu de pression de tout, puis il n'y a pas de mais. Il n'y avait pas eu de pression, mais je savais toujours que j'allais devenir avocat. Donc, j'ai fait mes études à McGill en philosophie, mon bac. Et j'ai fait 1 an à Paris, à la Sorbonne, en échange. C'est là où, pas que j'ai appris le français, on a toujours appris le français en école secondaire et primaire, mais c'est là où j'ai vraiment, rafraîchi ma mémoire du français. Puis c'était l'investissement que je voulais faire aussi, sachant que j'allais étudier le droit, puis j'allais rester au Québec. Donc, après mon bac en philosophie chez McGill, je suis allé à l'Université Laval à Québec. Là, c'était une expérience incroyable parce qu'il y avait une douzaine, peut-être un peu plus d'anglophones dans la faculté, peut-être un peu plus, mais c'était une faculté de 1000 étudiants et il n'y avait pas tant d'anglophones que ça. Puis, j'étais toujours impliqué dans la vie sociale à Laval. J'étais le rédacteur en chef de leur journal, le Verdict. Je suis devenu président de l'Association des étudiants de droit dans ma dernière année. Puis après ça, je commençais à pratiquer le droit. Puis c'est pas que j'aimais pas la pratique de droit, mais j'ai pas trop aimé la pratique de droit. C'était un peu plus que 5 ans chez Borden Ladner Gervais. Mais quel genre, David, excuse-moi, quel genre de droit? Droit litigieux, droit commercial, droit familial? Aucun droit familial, litige commercial. OK. Puis, quand j'étais plus jeune, mon père me disait toujours, chaque jour de sa vie, c'est une bataille. Il se chicane avec les avocats, puis j'ai jamais compris trop de ce qu'il parlait, jusqu'à temps que je pratiquais le droit pendant 5 ans. Et effectivement, chaque jour est une bataille du lever du soleil à la coucher du soleil. Puis, je pensais que ça allait être quelque chose d'autre. Puis chaque année, je me disais, si j'aime pas plus le litige commercial, d'ici 1 an, je vais arrêter. J'avais pas de famille, pas d'enfants. Mais ce qui s'est arrivé, j'ai eu ma première enfant, ma première fille. Puis je suis retourné au travail après un mois de congé parental. Puis après 7 ou 8 mois, je me disais, ça, c'est pas une vie qui est soutenable avec une famille. Donc, j'ai décidé de démissionner. Puis je m'entendais incroyablement avec tous les avocats à mon cabinet. Tout le monde m'aimait. C'était pas un genre de vie que je pouvais mener en gardant ma santé mentale. Donc, j'ai quitté. Puis j'ai commencé ma propre pratique le lendemain.
petit bureau sur le coin de Sainte-Catherine et Green Avenue. Puis, dans une période de 2 ans, j'avais trop de travail. On a embauché un parajuriste, un avocat. Puis, à un moment donné, mon père a quitté Stikeman Elliott. Puis, on s'est joints ensemble. Puis, on travaille ensemble pendant des années. Sauf que, entre-temps, j'ai découvert ma passion ou j'ai redécouvert ma passion pour le vidéo, pour la création de vidéos. J'ai acheté une GoPro en 2014, puis je commençais à faire des vidéos que je mettais sur YouTube. Juste des vidéos, n'importe quoi. Des vidéos ridicules comme un écureuil qui vole un GoPro qui était muni avec un morceau de pain. Le vidéo est devenu complètement viral. Je pense que c'était le vidéo le plus viral au Québec à l'époque. Je ne suis pas certain si c'est toujours le cas. Puis là, j'ai découvert toute une industrie de... c'est quoi le mot? Pas de licensing en français, mais la vente de vidéos, le vidéo viral, la création sur YouTube. Puis, mais vous avez gagné, David, vous avez gagné un prix avec quelques-uns de vos vidéos à l'époque, non? Ouais. J'ai gagné un prix de GoPro. C'était pour une des vidéos d'écureuil. J'ai gagné un autre concours avec GoPro. C'était le concours de $1 million, mais c'était partagé entre 50 personnes. Puis ils nous ont invités à Vegas pour un show du Consumer Electronics Show. Mais j'ai gagné aussi un prix, un Shorty Award. Shorty Award for Social Good. C'est une branch de Shorty Awards en général qui est reconnue pour des prix pour YouTube. Puis Shorty Awards for Social Good, c'était un chaîne YouTube qui contribuait à la société. Puis j'ai gagné ça il y a quelques années. Mais ce qui s'est arrivé, c'est juste drôle. Ma chaîne YouTube ne portait jamais sur le droit au début. Puis quand je faisais des vidéos quotidiennes pendant 2 ans, lorsque je faisais une vidéo, une journée dans la vie d'un avocat, tout le monde était très intéressé. Je recevais comme 10-15 000 visionnements. Puis les gens disaient, c'est intéressant être avocat, faites de plus en plus de vidéos comme ça. Puis à un moment donné, je me disais, OK, ma vie n'est pas si intéressante que ça. Donc, à un moment donné, je me disais, je vais commencer à analyser des éléments de droit comme la déposition, l'interrogatoire de Alex Jones dans son action en défamation aux États-Unis. Oui. Puis, c'était ce vidéo-là je pense qu'il était vu 250 000, ça a reçu 250 000 de visionnements. Puis là, je me disais, je sais ce que je peux faire. Je peux analyser, expliquer des choses qui arrivent dans la vie, qui portent sur le droit, puis je peux le décortiquer en quelque sorte pour que ça soit comprenable pour les gens qui ne sont pas des avocats. Puis à partir de ce moment-là, la chaîne s'est explosée. J'étais sur le Rubin Report, je fais des live streams chaque semaine avec un avocat qui a représenté en fait Alex Jones, Robert Barnes. Puis on a créé pas une industrie, mais un niche sur YouTube. Puis il y a une douzaine d'avocats maintenant qui font la même chose. Puis c'est une communauté incroyable. Mais bravo. Puis lorsque vous avez bifurqué vers commenter plus l'actualité, il y a aussi les entrevues que vous faites avec des avocats sur des cas, mais aussi vous êtes très actif à commenter les décisions politiques des gouvernements qui touchent aux droits des citoyens aussi. Puis j'ai une expression que la politique détruit tout. Politics ruins everything. On a même fait une chemise avec ça. Honnêtement, très sincèrement, je pense qu'il n'y a personne qui aime la politique. La politique est une industrie peut-être pas aussi sale, mais aussi difficile que le droit. Puis je ne m'intéressais jamais aux politiques, mais lorsqu'il y avait le lockdowns qui ont débuté il y a plus qu'un an maintenant, les gens étaient coincés chez eux. Je commençais à faire des vidéos sur les actions qui portaient sur les règlements réponse au COVID. Puis au début, je me disais, je ne veux pas que ma chaîne devienne uniquement une chaîne où je me plains des mesures gouvernementales. Et puis on n'est pas rendu là, on sera jamais rendu là, mais je commençais à analyser les décisions puis qui attaquaient les réactions des gouvernements. Puis je me disais, à un moment donné, ça n'a pas d'allure ce que le gouvernement font partout au monde. Puis j'ai pas accru, mais j'ai commencé à avoir un peu d'expérience avec les réactions, le droit. Puis je me disais, à un moment donné, il faut exprimer l'opinion aussi. Puis on est rendu là. J'analyse les décisions, je vois ce que les gouvernements font, je vois les justifications qui sont ou ne sont pas là, et je vois comment les cours interviennent ou n'interviennent pas.
Et c'est là où le droit et le politique croisent chemin, en quelque sorte. Oui. Et vous essayez toujours d'expliquer les situations qu'on vit actuellement, soit au Québec ou en Amérique du Nord par rapport à COVID, la réaction des gouvernements par rapport à COVID-19, d'une façon quand même assez objective. Et je crois que c'est ça que vos abonnés et les gens qui vous suivent aiment de votre canal aussi, de votre chaîne. Pardon. Je crois que je suis objectif. On me critique toujours. Ceux qui sont plus à gauche me critiquent que je suis trop à droite. Ceux qui sont encore plus à droite disent que je suis un closet liberal parce que je suis canadienne, etc., etc. Je pense que je suis assez objectif parce que j'attaque mes propres idées. Et c'est pas comme si j'ai commencé ce cheminement en étant contre le gouvernement. C'est au début, c'était la panique mondiale, littéralement. Puis je me disais, OK, je vais toujours respecter les lois, mais je respecte la décision. On va suivre où ça s'en va, mais je commence à être un peu inquiète parce que lorsque la boule de neige gouvernementale commence à amasser un peu de neige, c'est une boule de neige littérale en quelque sorte. Ça agrandit, plus que ça agrandit, plus que ça agrandit. Mais j'étais pas contre n'importe quoi au début. Et en voyant comment la situation évolue, là, je suis devenu un peu plus critique de la réponse des gouvernements, puis surtout l'inaction des tribunaux. Parce que je suis un avocat, je comprends le droit et je comprends comment les mesures d'urgence sont supposées être administrées. Je comprends aussi que même en cas d'urgence, on a des droits en tant que citoyen. Puis c'est pas comme il n'y avait pas d'astérix dans la Constitution disant vous avez ce droit, mais on peut les éliminer d'une journée à l'autre, puis vous n'avez aucun recours. Donc, en voyant ce qui se passe au monde maintenant, à un moment donné, n'importe qui doit devenir un peu plus critique. Et ce que je trouve assez intéressant, je sais que j'ai une audience assez, c'est quoi, pas répandue, c'est pas le mot, mais diverse. Diverses, oui. Américains, Canadiens, j'ai une grande partie qui vient de l'Inde aussi parce que j'avais quelques vidéos qui sont devenues virales en Inde et en Europe, partout. Et je vois comment même les gens qui étaient pour toutes les interventions au début commencent maintenant à poser des questions. Certaines de façon plus discrète que d'autres, comme par courriel ou par commentaire privé à moi. Mais on est rendu à une situation où je pense que certaines mesures en droit sont difficilement justifiables. Les gens n'apprécient pas, certains gens n'apprécient pas les droits qu'ils sont en train de perdre, en plus de donner au gouvernement, comme si ils vont nous les redonner, ou comme si c'était des droits qu'on pouvait renoncer ou abandonner en premier lieu. Puis c'est devenu très... en fait, je suis devenu très, très crainte depuis un bout parce que c'est pas juste que ça n'arrête pas, ça augmente en vitesse. Oui. Mais là-dessus, David, tu as absolument raison. Moi, en tant que politicien, je voyage à travers le Canada, un peu moins durant la COVID parce que, bon, on ne pouvait pas rencontrer les gens, mais depuis 2 mois, un peu plus, j'étais à Vancouver, j'étais à Edmonton, dans la région de Toronto, à Niagara Falls la semaine dernière. Et là, les gens, après 1 an, s'aperçoivent qu'on regarde les données objectives de différents États américains ou d'autres pays où il y a eu un confinement total versus où il y a eu moins de confinement. C'est à peu près la même chose et des fois même les États où il y a eu moins de confinement, comme la Floride, le Texas, font mieux en ce qui concerne le nombre de cas que d'autres États où il y a eu le confinement. Et là, les gens commencent à réaliser ça parce qu'on a les données maintenant. L'avantage, c'est que ça fait 1 an que ça dure. Donc, il y a des données objectives de Statistique Canada, de CDC aux États-Unis, le Center Disease Control. Yeah. Donc, il y a ça aux États-Unis. Et là, maintenant, bien, les gens, puis aussi en même temps, les gens sont tannés, là, ils veulent vivre. Et dans ces rallyes-là, dans ces rassemblements-là, on a beaucoup de jeunes familles, de gens qui ont perdu leur emploi, d'entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a une réalité sur le terrain. Puis, moi, je crois là, maintenant que les gouvernements, exemple, comme le gouvernement de l'Ontario, tu as dû suivre ça aussi, là, M. Ford, que vendredi dernier a imposé des mesures draconiennes
en donnant des pouvoirs exorbitants à la police pour avoir le droit d'arrêter n'importe qui, soit un piéton ou une personne en véhicule, et leur demander sans motif, sans raison, où ils vont, d'où ils viennent, qui ils sont. Et ça a été mis en vigueur vendredi dernier, et aussi d'interdire les parents d'aller dans des parcs et jouer avec leurs enfants lorsque l'été s'en vient. Et la pression populaire a été tellement grande que même les corps de police de l'Ontario ont dit qu'ils n'utiliseraient pas ces pouvoirs-là, et le gouvernement Ford a été obligé de reculer. Comment vous voyez ça dans l'avenir, les mesures draconiennes que les gouvernements veulent imposer? Pensez-vous que ça va se terminer bientôt ou qu'on va continuer ces confinements-là ici au Québec et ailleurs dans d'autres provinces? Moi, j'en ai aucune idée. Je ne pensais jamais qu'on allait arriver à cette situation de tout. Comme au début, je disais, OK, 2 semaines, 2 mois, OK, masque de façon volontaire, OK, masque obligatoire. Jamais de ma vie, j'aurais cru que le gouvernement aurait le droit d'interdire qui je peux inviter à ma maison, que je peux voir ma famille. Ça dépassait les limites de ce qui est justifiable dans n'importe quel pays, oublions un pays démocratique comme le Canada, depuis un bon bout. Puis c'est là où je me sens un peu mal parce que je ne voulais jamais critiquer de façon aussi vocale les mesures, mais à un moment donné, c'est devenu complètement ridicule. À un tel point, j'ai fait un tweet ce matin, une blague. Concernant Ford, imaginez croire qu'on est en train de lutter contre le coronavirus en interdisant le golf. I mean, c'est juste, ça n'a aucune allure, ça n'a aucune limite. Puis c'est comme le gouvernement veut, il y a la blague que le gouvernement veut remplacer nos parents, mais c'est littéralement comme si le gouvernement veut remplacer Dieu lui-même. Puis il n'y a aucune limite. Puis c'est des limites qui ne sont pas justifiables le moindrement. Même au Québec, Horacio Arruda disait il n'y a aucune preuve concrète de l'efficacité d'un couvre-feu pour lutter contre un virus. Et on est toujours en train on subit un couvre-feu en plein milieu du printemps où on doit être à nos maisons avant 8 heures. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais c'est juste qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de corrélation ou connexion entre les mesures. Puis, ça devient pas juste opprimant, mais ça cause plus de dommages que ce qu'on est en train en principe, de se protéger contre. Oui, vous avez absolument raison. Effectivement, le docteur Arruda a avoué lui-même que les mesures qu'il impose aux Québécois ne sont pas basées sur la science. Normalement, les opposants, comme nous actuellement, où on s'oppose à ces mesures draconiennes-là, on aime dire qu'on n'écoute pas la science et nos positions sont pas basées sur la science. Mais là, c'est le contraire. C'est les gens qui imposent ces mesures-là qui avouent eux-mêmes que ce n'est pas basé sur la science, que c'est une expérience. Et même en Colombie-Britannique aussi, la dame qui est la médecin en chef, l'Arruda de la Colombie-Britannique, j'oublie son nom, elle a avoué dans un... Oui, c'est ça. Hadju. Elle a avoué dans une vidéo que ce n'était pas basé sur la science. Mais David, j'ai de la difficulté à concevoir pourquoi la population québécoise est si docile et obéissante, entre guillemets, parce que vous avez raison de dire qu'un premier ministre fait une conférence de presse et dit aux gens avant Noël qu'il n'y a pas de Noël cette année, que vous n'avez pas le droit de rencontrer vos gens. Et les gens, la plupart des gens écoutent. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est la peur qui dicte leur comportement? Qu'est-ce que tu crois? Moi, mon impression, c'est que c'est la crainte qui est devenue une phobie. Puis les gens, ce que j'ai découvert, pas dans mes recherches, mais juste, je l'ai découvert dans mon cheminement sur YouTube, c'est que quand on sache que le gouvernement, effectivement, c'est quoi le mot? Subsidizes, qu'il paye les médias. Oui, des subventions, donne des subventions. Il subventionne les médias au Québec, au fédéral. Donc, les médias, surtout ceux qui reçoivent 13 millions de dollars par mois pour les annonces de publicité, qui ont déjà besoin d'argent, ils vont répéter ce que le gouvernement, effectivement, les paie de répéter. Et chaque jour, chaque minute, chaque publicité, j'écoute le CJAD le matin, juste pour voir à quoi ça ressemble. C'est du fear-mongering
24 heures par jour. Et c'est du film en ligne qui est tellement efficace que j'ai vu comment les gens se transforment pendant 1 an. Et je suis pas à l'abri moi-même. Mais moi, j'ai des réflexes qui sont plus phobiques que rationnels. Mais il faut que je le questionne toujours. Mais c'est quoi le mot? Une campagne, je ne veux pas dire de peur, parce qu'il y a des risques qu'il faut reconnaître. Mais il y a des risques qui sont devenus exagérés juste à cause des publicités et du reportage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on doit avoir peur. Puis quand on voit François Legault il va sur Twitter puis il dit ouais, cette nouvelle vague, ça frappe fort aux jeunes, puis on a beaucoup plus de jeunes dans les hôpitaux. Puis là, même le Journal de Montréal lui questionne parce que c'est pas soutenu par les statistiques. Oui. Et là, il revient avec un autre tweet en comparant une semaine au mois d'avril 2021 à une semaine au mois d'avril 2020 pour justifier la peur qu'il veut induire au monde. Puis quoi, même dans cette une semaine, il y avait 30 personnes de plus, puis pas des jeunes, des gens moins de 60 ans dans l'hôpital cette année, comme si ça pourrait justifier la crainte qui est maintenant qui est devenue même partie de notre DNA. On marche dans les rues, puis les gens sautent dans la rue pour éviter une personne, comme si on va mourir si on touche une épaule de quelqu'un dans la rue. Même face à la science, il y en a des statistiques, puis la science qui confirme que la transmission à l'extérieur, c'est extrêmement rare. Puis oui. Maxime, vous connaissez, j'ai une autre expression sur ma chaîne, confession through projection, la confession entremise de la projection. Je ne sais pas si ça se traduit ça, mais on critique aux autres ce qui est vrai de nous-mêmes. Puis tout le monde veut miner les critiques de ceux qui critiquent le gouvernement en les attaquant comme étant contre la science. Quand les mesures, la porte du masque obligatoire à l'extérieur, c'est tout simplement, selon toutes les études que j'ai vues, puis j'ai publié l'article dans Irish Times, c'est tout simplement pas soutenu, puis c'est pas soutenable. Mais maintenant, on a une vingtaine de policiers qui gaspillent leur temps, les ressources, nos dollars de taxes, en surveillant les gens qui dansent à l'extérieur au Tam Tam Parc Jean-Mons en fin de semaine, qui émettent des infractions de 1500 piastres à des gens qui ne peuvent pas les payer. Puis on se justifie. C'est la science, c'est la loi, respectez la loi. Puis si vous ne le respectez pas, on va émettre des amendes qui pourraient écraser un individu de façon économique qui travaille déjà pas depuis 1 an. C'est injustifiable. Et je pense que les gens, certains gens sont trop peur, ils vivent dans la crainte. D'autres ne veulent pas s'exprimer de façon publique parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi ou de se faire critiquer sur les médias sociaux. Mais je vois de plus en plus qu'il y a des gens qui sont même très à gauche, qui, de façon privée, ils comprennent plus ce qui se passe dans leur pays. Vous avez raison, David. Juste un exemple, une anecdote. J'étais à Vancouver, le parc au centre-ville de Vancouver. C'est Stanley Park, je crois. Le parc. Oui, le grand parc. Et puis, j'étais en voiture, je m'en allais, puis je regardais les gens dans le parc et j'ai vu un jeune d'à peu près en bas de 30 ans, c'est sûr, qui faisait son jogging dans le parc avec un masque. Moi, je suis un coureur. Je cours régulièrement tous les jours le matin et jamais je vais mettre un masque pour courir. Je dois respirer de l'oxygène. Et donc, ça me démontre comment la peur a affecté le comportement des gens. La personne est à l'extérieur, fait un sport et court et met un masque. C'est exagéré, mais c'est là que la propagande, moi j'appelle ça la propagande des gouvernements avec leur budget de publicité. Tous les jours, vous l'avez dit, à la radio, c'est de la publicité COVID tout le temps. Et lorsqu'on critique ces prises de position-là, bien, on essaie de nous dénigrer. Moi, je suis le seul politicien à Ottawa qui est officiellement contre. On est le seul parti politique au PPC qui est contre les lockdowns, les confinements, pardon, et le couvre-feu. Mais là-dessus, on se fait dire qu'on est irresponsable, que ça n'a pas de bon sens.
mais je m'aperçois qu'il y a plus de gens. Et quand vous dites que même les gens de la gauche commencent à regarder ça en disant, ben oui, c'est mes droits, c'est mes libertés, qu'on soit de gauche ou de droite, si on veut brimer ma liberté individuelle, on devrait le faire basé sur des normes raisonnables, sur la science. Et là, on s'aperçoit que c'est des normes qu'on invente à chaque jour, des nouveaux règlements qu'on invente à chaque jour, qui sont basés sur rien. Et je pense que les gens se réveillent un peu plus. J'étais à Niagara Falls et une personne est venue me voir. Monsieur Bernier, je vais voter pour vous. La dernière fois, j'ai voté pour le Parti vert. L'environnement, pour moi, c'est bien important. Mais à cette élection-ci, vous êtes le seul qui défendait mes droits et je vais vous donner mon vote. Donc oui, il y a des gens de différentes orientations politiques qui réalisent que le gros bon sens doit primer dans tout ça. Non, mais même pas juste une corrélation rationnelle, mais qu'il fasse de façon légale. Les mesures d'urgence ne peuvent pas durer 13 mois. C'est plus une urgence quand ça dure 13 mois. Puis c'est pas comme si l'Assemblée nationale ou l'Assemblée provinciale n'a pas pu se rencontrer pour discuter des lois puis les faire passer de façon légale. Puis c'est devenu pas juste non scientifique, c'est devenu non démocratique. On subit des édicts de gouvernement qui n'ont jamais procédé par la voie législative requise pour que ça soit légal en premier lieu, pour que les gens puissent discuter, débattre des mesures qui les approuvent. Puis s'ils les approuvent, OK, s'ils les approuvent, on va voter pour ou contre les gens qui ont adopté des lois qu'on trouve constitutionnelles, rationnelles, etc. Mais non, c'est juste devenu l'état d'urgence qu'on déclare. Et en passant, on connaît les chiffres au Québec maintenant. La dernière fois que j'ai vérifié, il y avait 250 personnes dans les soins intensifs. Je pense qu'il y avait moins de 1000 dans l'hôpital. Si ce sont le genre la quantité d'hospitalisation qui peuvent paralyser une province entière, qui peuvent justifier l'usurpation de nos droits constitutionnels puis la destruction des vies économiques de la province, on a un problème, puis ce n'est pas nécessairement le COVID, c'est probablement notre système de santé publique. Ce qui est, d'après moi, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est le problème. Mais c'est beaucoup plus facile de punir les citoyens, de les ordonner de rester chez eux que de régler le véritable problème, ce qui est une infrastructure dans un état lamentable. Ça a pris des décennies pour construire le système qu'on a maintenant. Puis c'est beaucoup plus facile d'ignorer ce problème, d'induire la panique aux gens pour qu'ils se sentent justifiés puis contraignés à rester chez eux, porter un masque à l'extérieur. Je suis pas contre les mesures rationnelles. Puis le port du masque obligatoire à l'intérieur, je pense que les gens l'auraient fait, même s'il n'y a pas eu une loi, en guillemets. Mais le port du masque à l'extérieur, OK, il y a une limite quand même. Puis c'est pas nier la science, c'est se fier sur la science. Et d'ailleurs, autre chose, quand le gouvernement requiert le port du masque obligatoire, puis le masque qu'il fournit aux professeurs, aux daycare professionals, sont potentiellement toxiques parce qu'ils sont importés de la Chine, puis ils sont distribués avec un nom québécois que les gens pensent que ce sont des masques qui sont faits au Québec, ils doivent être sécuritaires. Puis après 4 mois, le gouvernement rappelle pour une 3e fois des masques qu'ils ont obligé les enseignants à porter parce qu'ils sont potentiellement toxiques. Tabarouette, c'est épouvantable. Puis ce ne sont pas comme si les enseignants sont radicalement à droite de tout. Mais quand ils viennent me parler, puis littéralement pleurer avec moi, quand la solution est pire que le risque de ce qu'on est en train de se battre, contre lequel on est en train de se battre, on a un problème. Puis, oui, je ne sais pas quand est-ce que les prochaines élections, mais il ne peut pas venir assez vite. Effectivement, Maxime, je n'étais jamais une personne politique, mais quand j'ai vu que même les conservateurs, ils font rien. Ils font rien pour défendre les droits en se luttant contre le COVID. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? On perd de l'espoir, mais il faut le retrouver dans les endroits utiles pour protéger nos droits en se luttant contre un virus. Oui, vous avez raison de dire que lorsqu'on dit que les urgences ne doivent pas déborder, c'est pour ça qu'on met des mesures encore plus restrictives qu'on impose aux citoyens. Mais d'un autre côté, on empêche les médias
d'aller filmer qu'est-ce qui se passe dans les urgences. Il faut se fier au gouvernement et ça prend tout pour le gouvernement de nous sortir les statistiques sur les urgences, comment il y a de monde dans les salles d'urgence. Et la plupart du temps, lorsqu'ils mettent en branle des nouvelles mesures, c'est basé sur des prédictions de débordement d'urgence, faites des prédictions. Et on sait que ces prédictions-là, peu importe ce qui arrive, souvent, la réalité se passe pas ainsi, mais on impose des mesures plus sévères sur des prédictions futures d'encombrement des urgences. Et comme on sait, bien oui, les urgences ont souvent été encombrées dans d'autres années, juste avec la grippe saisonnière. Et le problème, vous l'avez bien dit, David, il faut absolument changer le système de santé. Et si on regarde dans les pays où on met autant d'argent dans le système de santé, plusieurs pays ont des systèmes de santé plus efficaces, comme la Suède, l'Hollande et d'autres pays, où ils font appel au privé et au public, mais où l'ensemble de la population a une assurance universelle, mais ils peuvent choisir de se faire traiter dans une clinique privée ou dans un hôpital public. C'est à leur choix. Et ces systèmes mixtes public-privé avec une assurance universelle pour tout le monde sont les plus efficaces. Il n'y a pas de liste d'attente et on dépense beaucoup moins d'argent pour les soins de santé. Mais on n'a pas le courage au Québec depuis 30-40 ans que le système de santé, on le questionne et la solution, c'est toujours la même, rajouter de l'argent ou quand le Québec n'a pas d'argent, bien d'aller pleurer à Ottawa pour recevoir plus de subventions. On ne parle pas de ces problèmes-là, mais on n'hésite pas à imposer à la population des mesures draconiennes qui violent leurs droits et leurs libertés. Et j'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, des mesures d'urgence. On ne peut pas avoir une mesure d'urgence pendant un an. Effectivement, une urgence doit être temporaire et il faut la régler. Et là, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. C'est passé par décret. Mais le plus déprimant, c'est que les partis d'opposition, tant à Ottawa qu'à Québec ou en Ontario ou dans toutes les autres provinces, ils ne veulent pas faire ce débat-là. Ils n'osent pas critiquer le gouvernement. Et selon moi, je pense que ces partis d'opposition-là, leur but ultime, c'est d'être au pouvoir. Et lorsqu'ils regardent les sondages puis ils s'aperçoivent qu'il y a plus de 50% qui en redemandent de ces mesures-là parce qu'ils ont entendu la publicité gouvernementale, parce qu'ils ont peur, bien, ils veulent être du côté où c'est plus populaire pour essayer d'avoir plus de sièges. Et donc, ils n'agissent pas en étant une opposition qui s'oppose aux mesures basées sur des faits, mais ils regardent leurs propres intérêts à court terme. S'il y a une élection, et je dis ça va être moins populaire, je vais plutôt moins critiquer le gouvernement pour avoir plus de chances d'avoir plus de députés après la prochaine élection. Et c'est pas ce qu'on devrait s'attendre d'une opposition, c'est de regarder les faits et puis de critiquer le gouvernement sur les faits, mais il y a très peu de courage des politiciens pour le faire. Et je pense que c'est une analyse des sondages à court terme qu'ils font. Bon, les gens n'apprécient pas que la raison d'être d'un état d'urgence ou d'une mesure d'urgence, c'est lorsqu'il n'y a pas assez de temps pour que le gouvernement puisse se rencontrer pour passer les lois, comme s'il y a un tremblement de terre ou un barrage qui s'explose. Mais 13 mois, on aurait pu se rencontrer, le gouvernement aurait dû se rencontrer. Mais effectivement, même l'opposition, il ne veut pas prendre la position impopulaire en guillemets ou se faire moquer par les médias comme étant anti-science ou pire, des extrémistes de droit qui veulent tuer grand-mère. Puis les gens, ils sont à la fois un peu lâches, puis à la fois un peu opportunistes, dans le sens que, oui, ils recherchent uniquement le pouvoir et non pas se lutter pour le bien-être de leurs citoyens. Mais il y a un principe économique, ça s'appelle Parkinson's Law of Mundanity. Puis en gros, c'est que dans une boardroom, les gens peuvent discuter pendant 1 heure où ils veulent placer le water cooler, parce que c'est une question facile à régler. Mais lorsque ça devient temps pour fixer la question d'économie, c'est tellement compliqué que personne ne veut en discuter, puis ils passent moins de temps sur cette question que sur une question totalement anodine. C'est ce qu'on fait maintenant, effectivement, avec notre réponse, c'est que le problème, c'est tellement plus complexe dans un sens, ou tellement plus sérieux, parce que ça touche le système de santé dans son entier. Ça touche les long-term healthcare facilities qui n'avaient pas les mesures de se protéger au début, puis c'est là où il y avait eu la plupart des décès. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais imposer un couvre-feu, facile. Jamais
j'aurais cru que je vivrais dans un pays, dans une province où on isole les enfants parce qu'il y avait eu un croisement avec quelqu'un qui a testé positif, puis on a une attente raisonnable, puis on a une attente que les parents vont faire isoler leurs enfants pendant 2 semaines. Pas parce qu'ils ont testé positif, même s'ils testent négatif, mais parce qu'ils ont croisé le chemin avec quelqu'un qui a testé positif. Il y a 2 ans, ça aurait été de l'abus d'enfants. Maintenant, c'est commandé par le gouvernement. Jamais j'aurais cru que je vivrais dans une province ou un pays où ils nous confinent à nos maisons, pas ceux qui sont malades, pas ceux qui sont à risque, pas ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont pas à risque, ceux qui sont le moindrement à risque et ceux qui sont en bonne santé. Puis, ça prend de l'argent, ça prend une économie, même pour supporter le système qui est déjà incapable de traiter les citoyens. Mais le gouvernement, il ne pense pas plus loin que leur nez. Puis je ne sais pas comment ils pensent qu'ils vont régler ça d'ici 2 ans parce que ce n'est pas soutenable. De façon économique, psychologique, constitutionnelle, c'est tout simplement pas supportable. Et le gouvernement a dépensé tellement d'argent, tellement de temps à traumatiser la population qu'il va y avoir une véritable risque que les gens ne seront pas capables de retourner à un normal, puis ils vont craindre la liberté à un tel point qu'ils vont accepter, puis ils vont même inviter leur confinement de façon permanente. Puis c'est effrayant, mais plus que je parle à des gens, plus que je découvre que même ceux qui ne sont pas vocaux sur les médias sociaux, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut partager leur opinion, il y a beaucoup de monde qui pense comme ça, qui pense comme ça depuis un bout. Et ça prend, Maxime, ça prend quelqu'un pour les représenter puis pour les donner un voix. Oui, puis l'impact que ça a, vous l'avez bien dit, là, David, ça a un impact économique, là, parce que les gouvernements font des programmes pour aider les entreprises ou les individus parce qu'ils ont obligé à ces entreprises-là de fermer et les individus de rester à la maison, quoi que ce soit. On n'a pas d'argent, les gouvernements sont super endettés et là, ça crée un déficit et ce déficit-là va devoir être payé. Et s'il n'est pas payé par une hausse d'impôts, il va être payé par l'impôt le plus insidieux, c'est-à-dire l'inflation, parce que l'inflation est un impôt. On peut avoir $1 dans notre poche, mais si on ne peut pas acheter le même nombre de biens ou de services avec ce dollar-là, bien, on s'appauvrit, notre pouvoir d'achat diminue. Et je pense que cet impôt insidieux et caché d'inflation va arriver bientôt. D'ailleurs, on le voit quand on fait l'épicerie. Déjà, il y a à peu près 4-5% d'inflation. Mais donc, ça touche les gens économiquement. Ça touche les gens émotionnellement, vous l'avez dit. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je viens de la Beauce et j'étais en Beauce dernièrement et j'ai un ami qui est psychologue à l'hôpital de Saint-Georges-de-Beauce. Et mon ami m'a dit, Maxime, j'ai jamais été autant occupé depuis la dernière année. Des gens sont en détresse, des gens, et donc il est occupé comme jamais. Et oui, les chiffres de dépression augmentent, les chiffres de suicide augmentent, les faillites d'entreprises augmentent. Il y a un impact social et moi, je regarde qu'est-ce qui se fait, au moins où je suis encouragé, David, c'est ce qui se fait dans d'autres États américains, comme le Texas, comme la Floride, et je dois vous dire que j'ai beaucoup de respect pour le gouverneur DeSantis de la Floride, qui a décidé, lui, de libérer son économie, de réouvrir son économie, de permettre aux jeunes de retourner à l'école, et ça va quand même très bien dans son État. Ils disent qu'une des explications, c'est que le Texas et la Floride, ils étaient plus avancés avec le vaccin depuis le début, puis ça les a permis de rouvrir plus tôt parce qu'ils avaient accès à un vaccin. Ceux qui soulèvent un autre problème au Canada, comment on est tellement en retard en tout. On n'avait pas le PPE nécessaire au début parce que on sait maintenant que Trudeau a donné un bon part à la Chine en février 2020, ce qui faisait en sorte que les long-term healthcare facilities n'avaient pas assez au début. On est en retard avec le vaccin pour ceux qu'ils veulent. Puis, il donne des messages mixtes, c'est qu'il suspend un des vaccins parce que le média dit que ça pose des risques. Puis là, 2 semaines plus tard, ils invitent les gens moins jeunes qui étaient interdits après le recall à prendre le vaccin. Puis ils se posent la question pourquoi les gens sont réticents à prendre le vaccin. C'est épouvantable. Ce sont des messages mixtes puis, qui causent un détresse
En passant, Maxime, il y avait un article dans le CBC qui disait que le taux de suicide n'augmente pas, malgré tous ceux qui pensaient que ça allait augmenter. On peut dire que je suis biaisé. Je ne croirai jamais. Il y a rien qui va me laisser croire que c'est vrai. Je sais à qui je parle. Je connais des médecins. C'est tout anecdotal. Mais il n'y a personne qui va me convaincre que le taux de suicide n'augmente pas. Et de toute façon, le taux de overdose augmente de façon incroyable. Puis, une overdose, c'est une forme de suicide, en quelque sorte. Pas volontaire, mais c'est une forme indirecte. Les gens qui sont coincés chez eux, ils prennent des drogues, ils n'ont pas accès à leur milieu de soutien, ils n'ont pas accès à leur médecin, puis ils font des overdoses. Puis le gouvernement émet des directives. Si vous prenez des drogues, ne prenez pas des drogues toutes seules, pendant qu'ils sont en train d'imposer un couvre-feu. Moi, je crois que c'est de l'incompétence, mais il y en a des gens qui ne pensent pas que c'est de l'incompétence. Mais d'après moi, c'est de l'incompétence monumentale, puis injustifiable. C'est un peu déprimant. Je ne veux pas être déprimé. Je trouve que les gens commencent à se poser des questions. Mieux trop tard que jamais, mais yeah. Mais il faut dire aux gens aussi là, que vous demeurez à Montréal. Et donc, Montréal et au Québec, la ville qui a le confinement en ce qui me concerne, exagéré, les couvre-feux à 8 heures jusqu'à 5 heures du matin, les policiers à Montréal qui sont très agressifs, entre guillemets, qui ne gênent pas à donner des billets pour des gens qui n'ont pas de masque dehors lorsqu'ils sont en groupe. Donc, parce que je suis allé, moi, dans d'autres provinces et je tiens à vous dire qu'en Ontario, les policiers, une manifestation de 500 personnes, personne n'avait leur masque. Les gens étaient libres de le porter ou pas. Dans les 500 personnes, il y a quelqu'un qui est venu me parler qui avait un masque. Je suis arrivé pour lui serrer la main parce que, bon, c'est mon réflexe naturel. Et là, j'ai ramené ma main vers moi parce que j'ai vu qu'il avait un masque. J'ai dit, je ne lui serrais pas la main, puis je me suis tassé un peu pour lui donner un peu plus d'espace entre moi et lui. Et la personne a dit, non, non, c'est correct, Maxime, je vais garder mon masque, mais je veux te serrer la main. Et je lui ai serré la main. Mais tout ça pour dire que les policiers en Ontario regardaient la foule et s'assuraient que tout se passe bien. Et on a le droit de manifester dans un pays libre et démocratique. Et les policiers surveillaient la manifestation. Tandis qu'à Montréal, les policiers sont très rapides à donner des contraventions. Parce que en Ontario aussi, il y a une contravention normalement si vous êtes dehors et que vous n'avez pas la distanciation sociale ou que vous ne portez pas le masque. Mais personne n'a eu de contravention là. Mais à Montréal, oui, les policiers sont plus sévères, entre guillemets. Et vous êtes à Montréal, vous le savez autant que moi. Puis, mais comment vous voyez ça, David, le fait que, bon, là, on s'en va, on est au printemps, on s'en va à l'été. Pensez-vous qu'on peut espérer que les normes s'assouplissent et que le gouvernement laisse les gens finalement libres et arrête les couvre-feux et les confinements durant l'été? Honnêtement, Maxime, j'en ai aucune idée parce que on est rendu à un point que j'aurais jamais pu penser. On arriverait. Je sais pas où on peut aller d'ici, mais qu'est-ce que j'ai? Non, mais I don't know. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, les gens, je sais pas ce qu'ils vont faire. C'est qu'on interdise aux enfants de jouer à l'extérieur après 8 heures. Puis comme si c'est une solution. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on oblige les gens de quitter pendant la journée. Les mesures sont devenues complètement ridicules. Puis, on a un gouvernement qui semble ne pas vouloir lâcher le pouvoir qu'ils ont pris depuis un an, qu'ils aiment jouer le parent puis le Dieu de leurs citoyens. Mais ce qui me fait plus peur que tout ça, c'est que au début, c'était 2 semaines pour assouplir la courbe, 2 weeks to flatten the curve. Yeah. Là, c'est devenu plank the curve. Maintenant, il y en a des médecins qui donnent l'avis aux politiciens qui parlent de COVID-0. Même un cas, c'est trop. Puis on a, comme on dit en anglais, on a move the goalposts. Les poteaux ont bougé, ils bougent toujours. Ils ont bougé maintenant à un point qui est pas juste non réaliste. Il faut poser la question. C'est quoi l'objectif ici? Est-ce que l'objectif, c'est d'éliminer entièrement un virus
qui est, je ne suis pas scientifique, mais c'est impossible? Ou est-ce que est-ce que l'objectif, c'était ce qu'on disait depuis le début, juste gérer le système, c'est un nouveau problème, assurer que nos systèmes d'hôpitaux peuvent gérer le problème, puis vivre la vie de façon libre et utile de façon économique. Mais ils bougent les poteaux à un tel point que maintenant, il y a des médecins, d'ailleurs, des médecins qui vont se faire payer, que les autres travaillent ou pas, eux, ils reçoivent leur chèque, puis c'est un bon chèque. Qui parle de COVID-0. Même un cas, c'est trop. Il faut éliminer tout le virus, ce qui est un objectif impossible. Mais on parle de ça, puis ça de façon sérieuse. Puis on a perdu le fil. C'était quoi l'objectif au début? Puis c'est quoi l'objectif dans une société? On ne peut pas éliminer le mort. Tout ce qu'on peut faire, c'est répondre dans la mesure qui est le plus efficace sans causer plus de problèmes. Et je pense qu'on a dépassé ce ligne hier un bon bout, personnellement. Oui, tu as absolument raison parce que maintenant, la même chose, j'étais en Alberta, puis c'est la même chose, le gouvernement conservateur là-bas, qui est supposé d'être conservateur, United Right, de Jason Kenney, a changé l'objectif et a dit, je vais arrêter les confinements lorsque 70% de la population va être vaccinée. Et c'était pas ça l'objectif au début. L'objectif, c'était comme tous les autres gouvernements de s'assurer de bien gérer le système de santé puis d'empêcher les débordements. Mais la population là en a marre et les gens manifestent de plus en plus contre le gouvernement Kenney parce que justement là, c'est 70%. Après ça, quoi, ça va être 100%. Vous allez toujours changer le but. Non, après ça, il va y avoir un variant, puis il faudra booster ou trouver un autre vaccin. Puis là, il n'y a pas de limite. C'était le but, puis c'est toujours le but. C'est que ceux qui sont malades, qui ont besoin de soins intensifs, qu'ils ont accès à ça. Puis on parle d'un virus qui n'a pas un taux de mortalité comme d'autres virus puis d'autres maladies dans l'histoire de l'humanité. On connaît les statistiques maintenant. Puis, mais non, en sachant les statistiques après un an, les gens commencent à poser la question, pourquoi est-ce qu'on bouge les poteaux encore? Vaccination à 70%, c'était jamais le cas, mais est-ce qu'on va obliger le vaccin, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va émettre une loi obligeant les gens à prendre le vaccin ou imposer des passeports de vaccin? On ne peut pas quitter notre maison. Vous n'avez pas besoin de prendre le vaccin, mais vous ne pouvez pas quitter votre maison pour un virus avec les statistiques dont on connaît déjà. Mais effectivement, puis 70% de vaccins, s'il y a un variant, qu'est-ce qu'on fait alors? Ça n'arrête jamais. Et moi, vous avez raison de le dire, nous, on est au Parti populaire contre le passeport vaccinal. Le vaccin, c'est bien. Les gens qui veulent le prendre peuvent le prendre et s'ils ont des risques, ils devraient le prendre. Moi, j'ai dit publiquement à 58 ans, je suis en forme, j'ai pas de comorbidité, je ne suis pas diabète, je suis en pleine forme. Et en plus, je regarde les statistiques. Les gens en bas de 70 ans ont 0,05% de chance de mourir du COVID s'ils attrapent le COVID. Et normalement, les gens qui meurent du COVID, c'est des gens âgés, on a les statistiques, avec pas seulement une comorbidité, mais plusieurs comorbidités. Habituellement, c'est le diabète et le cœur. Donc, moi, je regarde les statistiques et je me dis, j'ai 58 ans, je suis en forme, j'ai 0,05% de chance de mourir si j'attrape le COVID. Donc, je ne me ferai pas vacciner. J'ai décidé de ne pas me faire vacciner, mais je ne suis pas contre les vaccins. J'ai eu les vaccins de la polio, j'ai eu plein d'autres vaccins, mais ce vaccin-là, j'ai décidé parce que les chances et les risques sont de mon côté. Et aussi, on me dit, bien Maxime, c'est pas responsable parce que si tu vas à l'hôpital puis dans les salles d'urgence, à cause que tu t'es pas fait vacciner, tu vas prendre le lit d'une autre personne et donc tu n'es pas socialement responsable. Mais ma réponse à ça, elle est bien claire. Je suis en forme et je n'ai pas de comorbidité. Et donc, les chances que je me retrouve
en urgence si j'ai le COVID sont très minimes, mais je peux l'attraper puis être asymptomatique ou avoir les symptômes d'une grippe. Mais je ne crois pas, les chances sont très minimes que je me retrouve à l'hôpital dans un lit d'urgence. Je prends le risque, je suis responsable de ma santé, mais là-dessus, je me fais critiquer. Bon, je suis habitué à la critique, mais on s'aperçoit qu'on veut que plus de gens se fassent vacciner pour atteindre l'immunité collective, mais normalement, ça arrive avec les gens vaccinés, mais ça arrive aussi parce que des gens ont attrapé la COVID et ont été asymptomatiques ou avec quelques symptômes et fait en sorte qu'une immunité collective se développe. Donc, je participe aussi à développer une immunité collective de par ma décision. Mais ceci étant dit, on demande de plus en plus les gens qu'ils se fassent vacciner, on met la pression sur les gens. Est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai peur, c'est ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire après que si on n'est pas vacciné, qu'on devra rester chez soi, on ne pourra pas aller voir une partie de football, une partie de baseball, une partie de hockey, et là, on va créer une société avec des citoyens de seconde classe, les gens qui ne sont pas vaccinés versus les gens qui sont vaccinés. Et c'est très dangereux. Moi, c'est pour ça qu'on a pris une position très ferme contre le passeport vaccinal. Ça va à l'encontre de nos libertés. Les gens posent la question et ils posent de façon sérieuse. Vous ne méritez pas un lit si vous prenez le COVID sans un vaccin. Tant pis pour vous. Mais imaginez si on adopte cette attitude avec n'importe quel autre virus, maladie, incident où on se trouve à l'hôpital. Oh, portez pas de ceinture, tant pis, vous avez pris le lit de quelqu'un d'autre qui portait la ceinture, donc vous, on vous traite pas. L'idée, on a moralisé des questions qui auparavant étaient toujours des questions personnelles. Il y a certains vaccins, moi je suis pas contre le vaccin de tout non plus. Je pense que j'ai tous mes vaccins. Lorsque j'ai coupé mon doigt en faisant du detecting de métal, j'ai eu mon tetanus shot. Je suis pas contre le vaccin, mais je comprends comment quelqu'un pourrait être un peu réticent de prendre un vaccin lorsque le jour même où ils l'ont pris, ils annoncent en après-midi que finalement, ils trouvent qu'il y a un risque, avec un certain vaccin qui vient juste d'administrer. J'ai parlé à quelqu'un d'ailleurs qui a reçu le vaccin, l'AstraZeneca, le jour où ils ont émis l'annonce ou l'avertissement qu'il y avait un risque qui est quand même minime aussi. Mais ils ont administré le vaccin, puis le même gouvernement l'après-midi annonce qu'il y a potentiellement un problème. Hey, je comprends quelqu'un qui est en bonne forme, peu importe, c'est une question personnelle. Puis on vient, ça devient une question morale, puis là, ça devient une question légale, et là, ça devient une question à savoir, est-ce qu'on a contrôle de nos propres corps ou est-ce qu'on juge puis on excommunique les gens qui disent je me questionne sur la nécessité de ce vaccin pour moi dans ces circonstances. C'est pas comme le smallpox, c'est pas comme d'autres choses où les enfants ils reçoivent leur vaccin. Mais c'est devenu un risque. Puis c'est facile à convaincre les gens que c'est pas juste votre choix, c'est une décision qui pourrait affecter votre grand-mère. Mais c'est là où l'argument devient un peu extrême en quelque sorte ou déraisonnable, où on dit c'est comme si votre décision de ne pas prendre le vaccin est directement reliée à un dessin de quelqu'un d'autre. Puis est-ce qu'on arrête ici ou est-ce que ça va devenir la loi pour le flu normal qui tue beaucoup de monde? Est-ce que ça sera c'est où la limite dès qu'on franchit une certaine limite? Où est-ce qu'on arrête? Mais oui, effectivement, c'est la première fois que j'entends cet argument-là bien défini de votre part. Effectivement, c'est une décision personnelle, normalement, d'être vacciné ou pas. Et vous dites très bien, ça devient une question morale maintenant. Vous n'êtes pas digne d'être un membre de la société, puis votre comportement peut mettre à risque d'autres personnes. Donc, on fait un débat moral. Et là, comme vous venez de le dire, effectivement, ça s'en va vers un débat légal avec l'imposition potentielle d'un passeport vaccinal. On voit l'évolution là vers le socialisme, vers la perte de responsabilité personnelle. Et la perte de contrôle de nos propres corps. Puis, les gens disent que le slippery slope, c'est je sais quoi le mot en français, un fallacy. C'est pas un faux argument. Le slippery slope, c'est la réalité. Puis,
si on n'a pas certaines limites qu'on ne peut pas franchir, peu importe, on devient tout simplement des sujets de l'État, ce que les gens pensent qu'on est déjà, mais auparavant, avant cette période de l'histoire, il y avait certaines limites que je pensais qu'on ne pouvait jamais dépasser, à savoir interdisant quelqu'un de sortir de leur maison le soir. Jamais j'aurais cru. Puis dès qu'on a dépassé une certaine limite, puis on voit qu'il n'y a pas de choc collectif, on va essayer de forcer la limite de plus en plus. Mais le vaccin, pour ceux qui le veulent, puis pour ceux qui sont à risque, tant mieux. Mais l'idée que ça devient une obligation obligatoire pour tous, peu importe leur risque, peu importe leur crainte, peu importe leur croyance. Et on ne parle pas d'un vaccin qui existe depuis 40 ans contre polio ou quelque chose, ou whooping cough. On parle de quelque chose pour un virus dont on connaît les statistiques, un vaccin nouveau dont on connaît l'âge de ce vaccin. Puis de dire que les gens n'ont pas le droit à leur propre position concernant leur propre corps, c'est pas juste dangereux, c'est extrêmement dangereux. Oui. Puis, il faut être réaliste et regarder les statistiques dans ce débat-là. Et c'est pour ça que moi, mon père a 86 ans, ma mère a 82 ans, mon père est diabète. Et j'ai personnellement encouragé mes parents à prendre le vaccin parce que pour eux, le risque est plus grand de mourir ou d'avoir des grandes difficultés si jamais ils attrapent la COVID. Donc, il faut utiliser, je pense, notre intelligence et chacun décide s'il veut le prendre ou pas. Mais de là à nous décortiquer comme étant des citoyens de seconde classe si on ne prend pas le vaccin et après ça, de passer à l'étape d'obliger les gens à avoir un vaccin s'ils veulent participer à la vie en société, pour moi, ça va trop loin. Et comme vous le dites, là, la pente est glissante, puis on s'en va vers une perte de nos libertés. Puis, et ça... Oui. Oh non, j'allais dire, on diabolise les gens, pas parce qu'ils sont contre le vaccin, mais parce qu'ils ne veulent pas prendre un vaccin. C'est comme le débat maintenant est pollué à un tel point que si on n'est pas pour tout et n'importe quel vaccin, on diabolise les gens comme étant anti-vaccins, anti-vaxxers, comme ceux qui nient l'efficacité de certains vaccins qui sont efficaces, sécuritaires. Mais si on n'est pas pour tout et n'importe quel vaccin, on diabolise les gens, puis on ne respecte plus, pas juste leurs opinions, mais leur autonomie avec leur propre corps. Puis c'est devenu une question tout simplement de diaboliser les gens qui ont des craintes légitimes sans vouloir les comprendre et sans vouloir trouver un juste milieu qui respecte leurs droits. Parce que il y en a beaucoup de gens, je pense que la plupart des gens n'ont aucune crainte, vont prendre le vaccin, puis de là à dire on va imposer un passeport. Tout ce qu'on réussit à faire, effectivement, puis c'est le même cas avec n'importe quelle mesure gouvernementale. Lorsque le gouvernement commence à imposer des mesures pour bypasser en quelque sorte la volonté d'un individu, ça crée plus de pushback que quand on laisse les gens venir à leur propre conclusion. C'est pas une question de, on peut le comparer à n'importe quelle autre loi qui est nécessaire, mais lorsque le gouvernement commence à obliger ce genre d'intervention médicale, ça crée plus de friction, ça crée plus de pushback qu'en laissant les gens venir à leur propre conclusion concernant leur propre corps et concernant leur propre risque. Oui. Oui. Et ça crée effectivement, puis ça crée une société où maintenant on a peur de faire le débat, des gens vont moins s'exprimer, puis on embarque tout aussi dans la logique de cancel culture qu'il y a actuellement un peu partout à travers les pays occidentaux. Donc des gens, la rectitude politique, mettez la rectitude politique avec les données actuellement, puis le comportement des gens et des élites par rapport au COVID-19, bien là, on s'aperçoit que le débat là, ne se fait pas. Là. On n'a pas eu de débat à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit. On n'a pas eu de débat sur les mesures gouvernementales à Ottawa. On a des mesures d'urgence qui durent depuis des années et on a des gens qui ont peur de créer ce débat-là, d'être jugés par les médias ou d'être jugés par la population.
tout ça met ensemble, ça fait une tempête parfaite pour avoir un gros gouvernement socialiste qui va nous dicter quoi faire dans la vie, au lieu d'avoir un gouvernement qui va respecter ses citoyens et surtout la liberté individuelle de ses citoyens, là. Oui, j'ai beaucoup d'abonnés américains, puis eux, ils disent, hey, Dave, vous êtes un peu tard au parti. Ça fait déjà 20-30 ans que le Canada est devenu complètement socialiste. Peut-être à certains égards, puis c'est pas une mauvaise chose dans certains sens. Le socialisme, au moins, prendre soin de la société n'est pas un pire en soi. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais non, c'était jamais comme ça. Jamais on interdisait les voyages interprovinciaux. Jamais on interdisait, c'est quoi le mot? Interprovincial travel. Oui, vous l'avez dit, les voyages interprovinces, oui, entre les provinces. C'est un droit constitutionnel. Puis plus qu'on réagisse, plus qu'on justifie les mesures draconiennes inconstitutionnelles. J'ai le blague il y a une blague, c'est la même chose en français. Une horloge brisée est quand même correcte 2 fois par jour. Au moins une horloge qui ne fonctionne plus. Mais c'est comme, peu importe ce qu'on faisait, le résultat sera la même chose. Plus de gouvernement, plus de restrictions. On impose les restrictions. Si ça ne fonctionne pas, plus de restrictions parce que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, puis on a un cas à l'est, dans le maritime, plus de restrictions parce qu'on a un cas. Puis on a oublié, premièrement, on a oublié c'est quoi les risques, en quelque sorte, de vivre dans une société libre. Puis on a perdu le fil dans le sens qu'on a focusé sur une cible tellement spécifique qu'on ignore tout le reste. C'est quoi le dommage collatéral de tout ce qu'on est en train de faire maintenant, pas juste aujourd'hui, pas juste l'année prochaine, mais dans une génération. Puis de prétendre qu'il ne va pas y avoir des conséquences, c'est naïf. C'est naïf à un point c'est naïf, pour être poli. Puis la question, ça sera à savoir, qu'est-ce que seront les conséquences à long terme? Parce que les gens disent, hey, je veux sauver ma grand-mère maintenant. Oui, il n'y a personne qui veut tuer grand-mère aujourd'hui. Période. Mais on a des petits-enfants qui vont vivre. Puis on a des gens maintenant qui ont 40-50 ans qui ne seront pas fait diagnoser pour des cancers, qui vont mourir beaucoup plus tôt à cause des mesures qu'on est en train d'imposer. Puis c'est très facile pour les gens de calculer aujourd'hui combien de nouveaux cas de COVID, combien de nouveaux décès. Puis c'est bon, hey, check ça, on est rendu à single digits. OK, merveilleux. Mais de prétendre qu'il n'y a pas une conséquence à ce qu'on est en train de faire, c'est ignorant. Puis c'est toujours la question à savoir, il faut choisir des politiques, il faut faire des décisions qui vont établir une balance avec ça. Puis c'est juste que c'est beaucoup plus facile à compter aujourd'hui le nombre de cas que de compter dans 10 ans ceux qui vont mourir des années plus tôt à cause des problèmes de cœur, à cause des cancers, parce qu'ils n'ont pas pu recevoir leur traitement à cause des mesures qu'on impose maintenant. Puis, de façon très convenable, ce sera le problème pour un autre gouvernement et non pas pour le gouvernement aujourd'hui qui seront les zéros parce qu'ils ont réussi à avoir COVID-0 comme si c'était l'objectif qui nous a été vendu il y a 1 an. Et ce que vous dites, David, c'est la philosophie d'un économiste très connu, Bastiat, qui a dit « ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, le court terme et le long terme ». Actuellement, effectivement, ce qui se voit, c'est les cas de coronavirus, les décès de coronavirus. On se concentre là-dessus, on se concentre sur le court terme. Et ce qu'on ne voit pas, donc tous les impacts d'une mesure gouvernementale, on n'analyse pas ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est ce que vous avez bien décrit, les dépressions qui augmentent, les suicides qui augmentent, les gens qui ne sont pas diagnostiqués pour le cancer ou leur espérance de vie va diminuer, les chirurgies qui ne sont pas faites, qui sont reportées, tout le fait qu'on a fait du délestage dans notre système de santé et donc le système de santé va être encombré pendant combien d'années pour rattraper ça. Il y a un impact sur la population, les faillites et tout. Donc, les politiciens et les élites des journalistes et nos élites ne veulent pas faire le débat sur ce qui ne se voit pas et ce qui est plutôt le moyen et le long terme, se concentre seulement sur le débat sur ce qui se voit actuellement et les chiffres et n'hésite pas à nous imposer des mesures inconstitutionnelles.
Puis Maxime, c'est la question, c'est une question difficile, mais c'est la question qui se pose. Si on peut sauver 10 personnes du COVID qui avaient une espérance de vie de toute façon de, disons, 9 mois à 1 an, parce qu'on connaît les statistiques maintenant. Mais au moins, juste prendre l'idée de façon hypothétique. On peut sauver 10 personnes qui vont mourir d'autres choses, mais ils ne vont pas mourir de COVID. Ils vont vivre un autre 9 mois. C'est 10 fois 9, c'est 99 mois. Mais est-ce qu'on mesure le nombre de personnes, l'espérance de vie, la qualité de vie, la liberté en tant que telle, ou les gens qui se suicident ou qui overdosent, c'est pas contagieux. En passant, le suicide, il y a des études qui démontrent que c'est effectivement contagieux. C'est la raison pour laquelle les médias ne rapportent pas sur les suicides. Mais au moins, c'était pas un décès contagieux. Mais il faut avoir une mesure rationnelle. Est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que c'est une question d'années de vie? Puis, mais c'est vrai, c'est facile de dire, OK, voici ce que je fais aujourd'hui. Si des enfants jeunes meurent à cause des overdoses parce qu'ils ils n'ont rien d'autre à faire, ouais, au moins, ce n'était pas le COVID, ce n'est pas contagieux. Puis j'ai fait, c'est pas une blague, j'ai fait un critique. Les mesures de lockdown du gouvernement Legault, ils ont tué plus de jeunes que le COVID. Puis c'est pas un blague, c'est pas satire. Je pense qu'il y avait 2 personnes de moins de 20 ans qui ont décédé du COVID au Québec. Ouais. On sait qu'une overdose, à cause de ce qui se passe maintenant, la plupart des overdoses, ça affecte un âge. Ouais. C'est indéniable. Puis de dire au moins, il faut éviter le COVID, mais ignorer tout ce qui se passe, les mesures en ce qui concerne ceux qui ne sont pas à risque, ont tué plus de façon directe ou indirecte que le virus en soi. Puis en même temps, on n'est même pas en train de résoudre le problème qui est à la base de tout ça. C'est une infrastructure, un système d'hôpital qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnait pas avant. Mais focus juste sur un petit détail, mettre tous les efforts et l'attention sur ce petit détail, puis on pourrait se prétendre comme étant un gouvernement responsable parce que, au moins, on a résoudre un problème. We flatten the curve, mais on a détruit plein d'autres choses qui sont difficilement quantifiables, donc on ne peut pas me blâmer pour ça. Oui. Mais David, écoute, je vois que le temps passe. Je suis bien content du temps que tu m'as alloué à l'émission. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à mes auditeurs, téléspectateurs? Premièrement, j'aimerais qu'ils puissent savoir où te trouver, ton compte YouTube, ton compte Twitter, si tu peux nous le dire. Et comme ça, les gens, je les invite à aller s'abonner à ton compte parce que c'est très intéressant. Tu as des entrevues super intéressantes et c'est intéressant parce que on a parlé de ce sujet-là, mais avec un avocat, pas un avocat théorique, un avocat qui a pratiqué pendant des années, qui connaît bien la Constitution et les droits. Puis je pense que ça va faire une émission très intéressante pour nos auditeurs. Je ne sais pas, David, si tu voulais rajouter quelque chose? Oui, vous pouvez me trouver sur YouTube, c'est Viva Frei, V-I-V-A-F-R-E-I. C'est la moitié de mon nom de famille, Freiheit, qui veut dire la liberté. Sur Twitter, c'est Viva Frei, mais si vous mettez Viva Frei ou David Freiheit, vous allez me trouver. Je suis un peu partout sur l'Internet. Non, la seule chose que je répète, c'est que si vous voulez manifester, si les gens veulent manifester contre ces mesures, de le faire de façon légale et de le faire de façon civile, parce que c'est une des choses, c'est que j'ose croire que le moindre de justification pour imposer encore plus de mesures policières, on attend une bonne excuse pour le faire. Puis ce qu'on a vu au Vieux-Port, premièrement, on ne se manifeste pas contre des mesures qui détruisent les petits business en détruisant les petits business. Ça va de soi. Mais tout ce que le gouvernement veut pour imposer plus de puissance policière, c'est une justification. La solution, ce sera sociale, politique, et de pression politique et de pression sociale et la discussion, surtout et avant tout, la discussion respectueuse avec ceux, même si vous êtes en désaccord, discussion civile, même sur les médias sociaux où on ne voit pas la personne en réalité. Ça c'est mon dernier message. Donc, manifestation des bonnes manières, des bonnes façons, et
gardez un discours civil avec ceux, même si vous êtes en désaccord. Oui, effectivement, parce que là, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir plus de débats parce que moi, personnellement, je crois que les idées de liberté, c'est toujours les meilleures idées. Et lorsqu'on défend la liberté et la responsabilité individuelle, on ne peut pas se tromper. C'est la base de la société occidentale. Et donc, on ne devrait pas se gêner pour débattre et demander aussi aux gens qui partagent notre point de vue de le partager et d'en discuter de façon raisonnable et de façon modérée parce que c'est pas en se criant des noms qu'on va essayer d'ouvrir des esprits puis d'avoir des gens plus attentifs à notre prise de position. Vous avez raison. Mais il faut avoir plus de débats dans la société. Puis, c'est ce que moi et nous, au PPC, nous essayons de faire, de créer ce débat-là. Je crois en la démocratie. Je suis peut-être un peu pessimiste à court terme. J'espère que les gouvernements vont revenir au gros bon sens, mais je suis optimiste à moyen terme. On devrait être capable de pouvoir revivre dans une société libre et démocratique et non pas avec une société, comme on dit en anglais, là, le new normal. Non, moi, je veux qu'on revienne à ce qu'on faisait avant COVID et qu'on respecte les libertés individuelles des gens. Je suis très heureux d'avoir pu avoir l'opportunité d'avoir cette discussion avec vous, David. Ce fut très intéressant. Puis, j'invite l'ensemble de nos auditeurs à aller vous voir. Viva Free, c'est un site YouTube, une chaîne YouTube qui est très, très populaire et appréciée et je tiens à vous féliciter. Continuez votre bon travail et puis j'espère qu'on va avoir une autre opportunité de pouvoir se jaser ensemble, David. Absolument. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Bonne journée. Vous aussi.